Eh ben, sur les tendances tu repars du bientôt, déjeuner. tu repars bientôt à Bruxelles ou pas? Ouais, tout à l'heure, là. Tout à l'heure, j'ai un rendez-vous avec la réserve et puis derrière, je repars. J'ai fait une petite incursion, c'est pour ça que je suis désolé, j'ai pas beaucoup de temps. Non, mais ça, de toute façon, ça va aller très rapide. J'avais une réunion ce matin à l'Assemblée, puis Ça s'est bien passé ta réunion à l'Assemblée? ouais, T'as parlé de quoi? de défense. C'est un sujet d'actualité apparemment. Oui. Bon, en tout cas, je te remercie d'être venu. On va rester ensemble 45 minutes à peu près, 40 à 45 minutes parce que tu dois partir. Merci d'être venu. Je voulais qu'on parle ensemble du sujet de l'Union européenne et de l'actualité qui marque aujourd'hui. Et surtout, que tu puisses nous présenter les guerres de l'Union européenne, les différents types de guerres, les différentes guerres de l'Union européenne, donc intra-européen et extra-européen. Tu commences par ce que tu veux, tu pars de qui tu veux, tu tires sur qui tu veux, mais l'objectif c'est que tu puisses nous donner des exemples, des cas concrets qui illustrent qu'en Union européenne, il y a des guerres entre États européens et sur différents types de guerres, et que l'Union européenne est aujourd'hui aussi en guerre, tu pourras dire lesquels, avec les différents pôles de puissance qu'on parle aujourd'hui, donc les États-Unis, la Russie et la Chine. Et juste avant de commencer, je vais quand même te présenter Nicolas Ravaille, avocat au barreau de Paris, De Bruxelles, de Bruxelles. enfin, l'ordre français du D'accord, barreau de Bruxelles, d'accord. Tu es, c'est-à-dire les francophones. et tu es aussi professeur à l'école de guerre économique sur les enjeux de stratégie européen. Oui, C'est bien ça? oui. Tu me dis si je me trompe. Non, Hein, c'est ça. Non, c'est sur l'intelligence économique appliquée à l'Union européenne, c'est-à-dire ce qu'est l'Europe en tant que telle, ouais. mais aussi comment des entreprises, des filières vont défendre avec des territoires, avec des États, leurs intérêts économiques dans l'Union européenne et via l'Union européenne Ouais. partout dans le monde. Mais du coup, pour toi, en quelques mots, l'Union européenne, c'est quoi? Alors d'abord, merci pour l'invitation. Je t'en Moi, je prie. suis ravi d'être là et de pouvoir aborder des sujets qui sont des sujets super importants et où il y a beaucoup trop de déni en France. Ouais. L'Union européenne, on a souvent l'habitude de dire avec Édith Cresson que ça n'est pas la paix, c'est l'art de civiliser la guerre par l'économie. Et c'est important de civiliser la guerre. C'est important. Donc c'est pas, même d'un point de vue humaniste, c'est pas négligeable. Pendant longtemps, la France était dans le déni parce qu'elle avait un fantasme très pro-européen, un fantasme de puissance européenne. Et puis j'entendais ce matin Pierre Moscovici, qui est pas excessif, qui est le premier président de la Cour des comptes, qui expliquait qu'il n'y avait pas d'économie de guerre, mais qu'il y avait une guerre économique. Et que ça, c'était important. Donc, Il s'en est rendu compte quand? Alors ça, je ne peux pas répondre à sa place, mais tant mieux. Et c'est pas grave. L'erreur a été de croire qu'on avait des successions de crises, des crises économiques, puis après des crises sanitaires, des crises déclenchées par des événements géopolitiques, alors qu'en réalité, depuis plus de 50 ans, on est de manière omniprésente en guerre économique, ce qui signifie de manière extrêmement concrète que dans l'Union européenne, intramuros, avant de parler de son rapport avec le reste du monde, mais entre nous, entre Européens, on a une compétition qui s'exprime, et cette compétition-là, elle fait par exemple une grande place à ceux qui sont très innovants. Alors l'innovation, plus au sens où les Néerlandais l'imaginent, c'est-à-dire pas des ruptures technologiques, mais les processus innovants les plus nécessaires pour aller le plus vite possible sur les marchés. Et cette innovation-là, elle va créer des modèles économiques. Ces modèles économiques, ils vont être accompagnés par des stratégies politiques européennes, des grandes stratégies, par exemple le pacte vert, la transition écologique, par exemple la transition numérique, ou ce qu'on appelle en Europe la résilience, qui n'est pas la souveraineté économique, qui est réduire les dépendances sur des technologies très spécifiques et faire en sorte que les Européens, sur ça, ne soient pas vulnérables. Ça, c'est pour nos grandes stratégies politiques, et elles vont se décliner par des fonds européens, beaucoup d'argent qui est mis par l'Union européenne pour accompagner la réussite de ces stratégies, et du droit. Beaucoup d'argent, combien?
Ah ben ça dépend de quoi on parle. Ouais, Si on parle des budgets d'innovation, du ouais, programme Horizon, du d'accord. programme de recherche, qui est Ouais, un programme géré en direct par la Commission européenne, donc c'est voté par le Parlement européen et le Conseil, mais c'est géré. Moi, j'ai pu y travailler il y a quelques années. On est sur à peu près 95 milliards d'euros sur une période pluriannuelle de 7 ans, mais il faut dire que c'est extrêmement concret. C'est de l'argent qui est donné pour les entreprises et pour les permettre d'être innovantes. Dans ce programme-là, on oblige les Européens à travailler entre eux, mais on les sélectionne comme des appels d'offres, ça s'appelle des appels à proposition. Donc c'est de la guerre économique pour être choisi et être financé par l'Union européenne, avoir des subventions. Demain, peut-être un peu plus encore du capital, un peu de haut de bilan, avec un embryon de fonds souverains européens. Ça, c'est de la guerre. Ça, c'est de la guerre économique, c'est de la compétitivité. Et l'autre partie des financements, c'est ce qu'on connaît mieux. C'est par exemple les FEDER, les fonds européens qui sont disponibles dans les territoires. Là, c'est pas géré directement par l'Europe. Elle fixe les objectifs, elle contrôle que les territoires les atteignent. Mais toi, tu es spécialiste de l'Union européenne. Je pense que on va pas trouver plusieurs personnes comme toi où tu arrives à maîtriser à la fois les aspects de guerre économique, d'affrontement politique, et derrière tout cela, comment ça s'organise et ça s'orchestre par le droit. Euh, Est-ce que on est en compétition ou on est en guerre? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une compétition euh, faire, juste, ou bien il y a certains États qui se disent, bon, je vais utiliser ma ruse d'État pour affaiblir tel et tel autre État Union européenne pour que je puisse gagner de l'argent. Moi, pour expliquer cet enjeu, et merci de le souligner ainsi, j'utilise souvent les dispositions de l'article 132-75 du Code pénal français qui explique ce qu'est une arme par destination. Alors, c'est quoi une Donc, arme par prends destination? sa voiture, par exemple, quelqu'un va foncer sur quelqu'un d'autre, c'est pas Ouais, un accident. ouais, C'est un acte qui est accompli dans l'intention de tuer ou de blesser. Eh ok. ben, la guerre économique, et c'est pour ça que c'est pas de la compétition, que c'est de la guerre économique, c'est dans l'intention de tuer son concurrent ou de le blesser. Tu as des exemples? Oui, si je reparle par exemple des fonds européens, la France pense que plus elle a des investisseurs étrangers sur son territoire, plus elle est attractive. En réalité, elle n'est pas attractive, elle est pillée. La captation des fonds européens dans nos territoires par des étrangers, principalement des Européens qui viennent de l'Europe du Nord, mais les Italiens sont aussi très forts dans la guerre économique, l'Italie du Nord en particulier, va faire que non seulement eux, ils vont avoir des relais de croissance chez nous, ça va leur permettre d'augmenter leur volume de production, de réduire leurs coûts, d'atteindre un nouveau marché, mais surtout, en prenant l'argent de l'Europe chez nous, ils vont bloquer l'émergence d'une solution nationale qui pourrait venir leur faire concurrence. Donc, ils bloquent le fait que nous avoir un champion. On a eu le cas avec l'Allemagne, à Toulouse, dans un investissement, je crois que c'était un prêt de 150 millions d'euros de la BEI. Et La ben, BUI, c'est quoi? Banque européenne d'investissement. Mhm. Donc, cet argent-là, c'est de l'argent qui n'a pas été à une biotech toulousaine qui pouvait se développer. C'est de l'argent qui a servi le relais de croissance de nos concurrents et qui nous a bloqués. Mais comment? Souvent, parce qu'ils sont plus dynamiques, ils ont fait ça. Il y a des cabinets de conseil, il y a des gens qui font l'intelligence économique et qui ont été formés, comme toi, à l'intelligence économique pour repérer qui sont les concurrents, voir ce qu'ils font, quelles sont leurs activités, là où il y a des fonds européens disponibles, et puis on va les attaquer. Un des exemples qui est souvent très choquant pour les Français, c'est l'Europe de l'Est. On a donné énormément d'argent à l'Europe de l'Est quand elle a adhéré à l'Union européenne, parce qu'elle a des écarts de développement, donc pour les aider. Mais en réalité, c'est pas eux qu'on a aidés. On a aidé des Européens de l'Ouest à investir en Europe de l'Est. Nous, Français, on est venus limite paranoïaques sur le sujet en considérant que c'était des délocalisations. Et en réalité, l'Allemagne, quand elle est allée en Europe de l'Est investir avec ses entreprises, ça n'a pas supprimé d'emplois en Allemagne. Ça a même consolidé l'emploi en Allemagne. Mais elle est allée en Europe de l'Est chercher des relais de croissance. Ces relais de croissance, ça a permis à ces entreprises de grandir. Donc, de nouveau, de diminuer les coûts, de produire davantage et d'être plus compétitifs dans le monde. Ça veut dire que les pays d'Europe de l'Est qui ont intégré l'Union européenne ont reçu de l'argent de l'Union européenne pour développer leur tissu local. Tu me dis si je me trompe. Oui, Les Allemands
ont bénéficié, les entreprises allemandes ont bénéficié de ce tissu, de ces aides européennes euh, pour créer là-bas des sociétés, des entreprises, des Oui. usines, produire là-bas, Mhm. et ça n'a pas entaché leur croissance économique, même en Allemagne. Non. Ça les a même... Ça l'a conforté et ça a aidé l'Allemagne ensuite à aller mieux attaquer les marchés mondiaux. Nous, les Français, on n'a pas fait ça. Nous, on fait pas ça. Nous, on se dit, c'est... Marginalement, quelques Français ont Ouais. dû le faire, mais on le fait pas parce que y a quelques groupes, quelques grands groupes français qui l'ont un peu fait, et à mon avis, peut-être pas non plus très bien. Okay. Ils ont plutôt été chercher de l'argent et de la facilité. Et ce qui est très, très révélateur, c'est que nous, on a une culture très défensive de la guerre économique. On n'a pas Ouais. une culture très offensive. Or, ce travail de guerre économique, de nouveau tuer ou blesser, c'est faire des prédations économiques, donc racheter des entreprises ailleurs pour grandir, et blesser, c'est attaquer la viabilité économique de son concurrent pour lui piquer ses parts de marché, provoquer à terme sa faillite ou le racheter pas cher, c'est-à-dire faire des fusions-acquisitions. Et cette culture-là, offensive, elle n'est pas assez installée dans le pays. Alors, on peut comprendre que les grands groupes devraient l'avoir davantage. En revanche, pour une PME, c'est compliqué pour la gouvernance d'une PME, même très dynamique, même très innovante, de faire ça. Moi, je pense que c'est quand même au territoire, c'est aux régions, c'est aux collectivités territoriales, dont c'est la mission par la loi, mais elle n'est pas remplie, de les aider à avoir cette culture-là, cette culture offensive. J'ai eu des cas concrets d'entreprises qui ont fait faillite alors qu'elles étaient innovantes, elles étaient bien gérées, elles étaient dans des secteurs qui ne connaissaient pas la crise. Ouais. Et comme on ne les a pas aidées à grandir, comme on ne les a pas aidées à aller attaquer leurs concurrents dans l'Europe, eh ben elles sont mortes. Ce qui est vraiment une désolation. L'Allemagne, pour toi, c'est le premier compétiteur, alors compétiteur / ennemi, tu choisis le terme que tu veux, de la France, ou bien tu as d'autres pays qui peuvent prendre la première place? Ça dépend pourquoi. Et ça dépend. C'est une question super importante, mais à laquelle il est très difficile de répondre. Ça dépend des filières, ça dépend des productions. On peut considérer qu'effectivement, l'Allemagne est un de nos premiers compétiteurs. Alors, ce qui est difficile, c'est que dans l'Union européenne, on coopère et en même temps, on se fait la guerre économique. Donc, on peut considérer que l'Allemagne, c'est à la fois un partenaire et un concurrent. J'utilise pas le terme ennemi parce qu'il est trop fort. Ouais. Et en plus, ça veut rien dire. Il y aurait potentiellement des entreprises, oui, le pays en tant que tel, non. Mais en même temps, c'est pas l'Allemagne, elle nous comprend pas très bien. Elle nous considère même un peu dangereux en considérant que on n'accepte pas la règle du jeu. Même Et si c'est la première économie d'Europe. c'est la première économie d'Europe, donc elle a intérêt, en langage clair, à nous plumer, Ouais. parce que ça sert ses relais de croissance, Ouais. mais en même temps, si on est trop faible, on est aussi un partenaire compliqué, et un partenaire politique compliqué. Donc, et nous, Français, on a intérêt à ce que l'Allemagne aille bien, mais pas sur notre dos. Et c'est pour ça qu'il faut se défendre. L'Europe, c'est pas... le sujet, il n'est pas d'être pour ou d'être contre l'Europe. La question, c'est comment se défendre dans l'Europe. Ouais. Et aujourd'hui, dans la classe politique, il n'y a personne qui veut quitter l'Union européenne de l'extrême droite à l'extrême gauche, sauf un parti, M. Asselineau. Et encore, même dans sa propre logique, je ne le trouve pas très cohérent. Philippot, même. Oui, alors je crois qu'il est même pas dans le spectre de ce qui est sondé. Mais je dirais que la discussion est intéressante. Souvent, ils attaquent l'Union européenne en tant que telle, mais c'est pas l'Union européenne. L'Union européenne, c'est nous, c'est les États membres, c'est nous, c'est les députés européens. Ils sont, c'est pas des Spoutnik qui, je ne vais pas utiliser un vocabulaire russe, mais qui débarquent de nulle part. Donc le vrai problème. Moi, j'ai une fibre humaniste en plus, donc le vrai problème, c'est pas en permanence de chercher à avoir la haine de l'autre. Non, c'est pas la faute des autres si on n'est pas assez bon. C'est notre responsabilité. Est-ce que les Pays-Bas, on n'entend pas beaucoup. Pardon, je la refais. Les Pays-Bas, on n'en entend pas beaucoup parler. Pour autant, c'est un acteur économique, un acteur économique très puissant dans l'Union européenne. C'est quoi leur business model à échelon national et comment ils nous empêchent, nous Français, Français ou même Européens, de gagner des parts de marché ou bien d'avoir des relais de croissance un petit peu plus importants? Alors,
Effectivement, et c'est vraiment mettre le doigt Ouais. là où ça fait mal et là où ça réussit bien aussi d'ailleurs. Les, les Pays-Bas, dans l'année qui était la plus faste, hein, on va prendre les 5 dernières années pour être tout ce dont on parle, c'est Mhm. des tendances lourdes. C'est pas un phénomène conjoncturel sur une année, hein, c'est vraiment sur 30 ans qu'on observe cette évolution-là, et c'est ce qui fait que l'Europe, en plus, elle changera pas. Les Pays-Bas, c'est 327 milliards d'excédents commerciaux dans le marché intérieur européen, intramuros. La France, c'est Tu peux répéter? 327 milliards d'excédents commerciaux. C'est beaucoup, hein. C'est quand même beaucoup. Ça fait rêver. Et en La France, France, c'est combien? c'est 149 milliards de déficit. Donc, on a quasiment 500 milliards d'écart entre eux et nous sur une année. Comment ils font? Nous, Français, on passe notre temps, je vais répondre à la question, mais D'accord. nous, Français, on passe notre temps à considérer que on dépense trop, il y a trop de dépenses publiques, etc. C'est pas vrai. La réalité, c'est que nous, contrairement aux Pays-Bas, ben, on gagne pas d'argent. Et donc, comme on gagne pas d'argent, après, on s'entretue entre Français. Pour dire, ouais, trop d'argent pour pas assez d'argent pour la sécurité, il y en a trop pour l'école. Non, il y a pas assez d'argent en France pour la santé, l'école, la sécurité, la défense, la Pour justice, tout. etc. Voilà. Et donc, c'est justement parce que nous, on travaille pas comme les Pays-Bas. Et les Pays-Bas, c'est un pays qui est très, très, très innovant. Quand même encore, à titre d'exemple, j'entendais ce matin, il parlait Moscovici, la Cour des comptes, il dit « Ah, les retraites, c'est un problème de 10 milliards ». Les chiffres se comparent pas avec les excédents commerciaux, mais Oui. franchement, 10 milliards sur une période de 7 ans, c'est une cacahuète. Les autres, ils nous défoncent en une année de bien plus que ça. Et comment ils arrivent à faire? Eh ben, eux, pour le coup, alors, contrairement à l'Allemagne, qui, elle, a plutôt une tendance à avoir une culture de production en Allemagne et en Europe, l'Allemagne a aussi un déficit commercial maintenant dans l'Union européenne, mais elle réimporte en Allemagne ce qui lui appartient ailleurs, donc ce qu'elle a investi ailleurs. Donc pour elle, c'est pas grave. Les Pays-Bas, c'est un pays qui est plus petit, qui en termes de géographie et de démographie peut pas faire ce que fait l'Allemagne, qui aussi en termes de positionnement n'a pas cette proximité avec énormément de population et de surface à l'est. Donc eux, ils misent sur ce qu'ils savent faire et ce qu'ils ont toujours su faire. Le Et c'est business. le lien avec l'extramuros, Ouais. c'est-à-dire le business. Ils vont importer Ouais. en dehors du monde et ces importations-là, principalement d'Asie, mais pas seulement. Hein. On vient d'avoir les dernières données statistiques d'Eurostat sur les échanges de l'Union européenne avec la Chine et avec les États-Unis, et on voit très clairement que les Pays-Bas, ils ont un énorme déficit. Si je reprends l'année 2022, qui est la pire, ils ont moins 120 milliards, donc ils ont 120 milliards de déficit commercial avec la Chine. En 2024, ils ont 85 milliards, 95, donc on peut considérer que de manière à peu près stable, c'est 90 milliards leur déficit commercial avec la Chine. Et ces importations-là, ils vont nous les revendre. Donc, ce sont des snipers de la guerre économique. Ils vont identifier en France là où on produit, ce qu'on produit, comment on produit. Est-ce que c'est... Il faudra parler de la législation et des normes, d'ailleurs. Est-ce que c'est aux normes? Est-ce que ça correspond à la législation européenne? Et puis, ils vont voir, par exemple, les Chinois, puis ils leur disent, est-ce que tu peux me produire ça? À quel prix? Et ils calculent le coût du transport, le prix des droits de douane. Les droits de douane, c'est très intéressant pour eux parce que les droits de douane sont collectés par l'Union européenne, mais on laisse 25% des droits de douane aux premiers pays importateurs. Donc, plus ils importent via le port de Rotterdam, plus on va financer leurs services publics. Ça, c'est pour l'État. Et les entreprises, elles importent et elles nous revendent en Europe. Et ça, pour elles, c'est des marges. Et c'est aussi donc de l'assassinat en règle des concurrents qui, objectivement, souvent, en France, peuvent pas lutter face à ça. Mais du coup, ils sont en déficit contrôlé. Vis-à-vis de la Chine, par exemple. C'est Ils s'endettent pour pouvoir mieux revendre. Alors, c'est pas de l'endettement, hein, mais c'est du déficit dans la relation commerciale. Tout à fait, et qui, effectivement, c'est contrôlé. Pour mieux revendre, ils ont compris une disposition du droit européen qui s'appelle, qui sont les dispositions de l'article 28 des traités de fonctionnement sur l'Union européenne, qui dispose que... Je peux aussi rappeler que le traité européen n'existe pas. Il y a deux traités, le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Voilà, et c'est encore mieux parce que c'est toi qui l'as rappelé. et donc, l'article 28. Les dispositions de l'article 28 font qu'on considère qu'une marchandise qui est importée dans l'Union européenne, après libération des droits de douane, donc après que les droits de douane aient été payés, circule librement
en Europe. Et cette circulation libre en Europe fait qu'on les considère donc comme des produits qui auraient été fabriqués sur le sol européen. Donc voilà. Ils ont tout intérêt en fait à favoriser leurs entreprises importatrices pour importer les différents produits de Chine, des États-Unis ou d'ailleurs en fait. Avec une stratégie très intelligente, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils gardent chez eux ce qui est ultra innovant, ils produisent, mais ils produisent avec très forte valeur ajoutée pour ce qui est très innovant, et ce qui n'a pas de valeur ajoutée, ce qui est bas de gamme, eux, ils considèrent qu'il n'y a aucun intérêt du commerce à faire ça. Ils achètent, ils revendent. Voilà, on fait du commerce. La différence entre la France et les Pays-Bas, c'est que d'abord, on devrait et on doit faire comme eux pour défendre nos intérêts économiques en partie, mais pas seulement. Nous, on devrait faire et comme l'Allemagne et comme les Pays-Bas. Mais sur la reconversion dans nos territoires, c'est quand même beaucoup plus compliqué. On est un plus grand pays, on a un système de formation qui marche moins bien, et reconvertir l'économie de nos sous-préfectures, c'est surtout que là, ça se joue, c'est dans la France dite périphérique que ça se joue. C'est plus compliqué de reconvertir une PME industrielle qui souffre de la concurrence avec la Chine que d'être comme les Pays-Bas et de décider très rapidement qu'ils sont ultra innovants dans l'intelligence artificielle. Ouais, et dernière chose sur ça, après on bascule sur les guerres extra-européennes. Il y a plein de choses à dire sur l'Union européenne à l'intérieur, les guerres à l'intérieur. Sur le port de Rotterdam. Moi, je connais beaucoup de Français, d'entreprises françaises qui veulent faire rentrer leurs produits via le port du Havre ou de Marseille, mais les fonctionnaires des douanes situés dans ces ports-là, ou bien la Direction générale de l'alimentation, ont une application très stricte des règlements et n'hésitent pas à interdire l'importation des produits à l'extérieur de l'Union européenne vers l'Union européenne. Du coup, ce que font les acteurs français, c'est qu'ils disent « Ah bon, tu veux pas que ce produit qui peut rentrer dans l'Union européenne rentre par le port du Havre ? C'est pas grave, je vais le faire rentrer par le port d'Anvers et je vais le faire rentrer, ou bien je le fais rentrer par le port de Rotterdam. » Et du coup, derrière, les Belges, les Néerlandais connaissent très bien le droit européen et disent bon, bah, oui, bien sûr, tel produit peut rentrer. Venez, tel et tel bateau, payez vos taxes sur le port et les taxes douanières. Faites comme chez vous. Oui, mais ils ont compris que la stratégie des chevaux de Troie, en étant un parfait cheval de Troie, pour eux, c'est du business, voilà. Et alors, il n'y a pas que la douane, mais c'est vrai que j'ai souvent entendu dire aussi que, par exemple, en Belgique ou aux Pays-Bas, la douane, elle n'avait pas de prérogative judiciaire pour pas bloquer le business. Et c'est des ports qui sont bien connus pour avoir beaucoup triché. Ce qui d'ailleurs explique un peu leur ralentissement, là. Le petit tassement fait qu'il y a quand même une fâcherie à cause du trafic de stupéfiants des autres Européens qui fait qu'ils se sont mis à contrôler un peu plus, et donc ça a probablement dû avoir un effet. Et on sait aussi pour ça que d'ailleurs les saisines augmentent en France. C'est qu'il y a un redéploiement. Mais ça, c'est moins notre sujet, même si c'est un des éléments de la guerre économique quand même. Et aussi parce que les Allemands les ont observés et que moi, j'ai été, par exemple, sur ce qu'on vient de raconter, j'en revenais pas, j'étais traduit en allemand. Alors que je dis, mais comment ils ont fait pour m'identifier, me lire, me traduire? Parce que les Allemands m'ont dit, mais ce que les Néerlandais et les Belges vous font, demain, ils vont nous le faire à nous. Donc, il faut qu'on anticipe. Donc, on va prendre les Chinois, on va s'entendre avec les Chinois, et puis on va copartager le port d'Hambourg. Puis les Polonais se sont mis à hurler, parce qu'il y avait des consortiums germano-chinois qui rachetaient les ports en Pologne pour sécuriser les routes de la soie, et faire en sorte que ce business ne soit pas laissé aux autres. J'en profite, du coup. Alors, juste une petite chose quand même, parce qu'on ne l'a pas dit, et que je suis quand même avocat, c'est mon métier, et que c'est vraiment un gros élément dans la guerre économique. On a parlé financement européen, on a parlé stratégie politique. Le droit, c'est très, très, très important. C'est-à-dire, ce que l'Europe finance, elle en fait du droit. Et ce droit-là, c'est des autorisations de mise sur le marché. Donc, ça permet d'affaiblir un concurrent. Ça permet aussi de l'éliminer de manière directe. Alors, on entend souvent parler en France du droit de la concurrence, la Direction générale de la concurrence. Ça, moi, on fait pas énormément. Et pourquoi? Parce que quand on a gagné avant, quand la législation nous est favorable, on élimine le concurrent. Et ça, la Direction générale de la concurrence, elle peut rien dire parce que c'est la loi. Et ce qui fait que, par exemple, si on est dans la ventilation des bâtiments, si on est super innovant, si la norme européenne, c'est la norme française,
on aura une situation de quasi-monopole dans le marché intérieur européen. Alors, c'est couplé avec les brevets, ce qui m'amène à dire que l'Europe, en réalité, c'est pas la construction de Schuman, de Monnet, de Delors. Le père fondateur de l'Europe, c'est Werner von Siemens. Il a dit qui crée la norme, crée le marché. Et c'est une conception économique qu'on appelle l'ordolibéralisme. Ah, tu sais que la première fois que j'ai entendu parler de ordolibéralisme, c'était dans mes cours de droit de l'Union européenne. Eh ben, Tu fais bien de rappeler que si on veut avoir des stratégies à échelon européen, il faut maîtriser le droit de l'Union européenne. et c'est la transition, parce que c'est ce qui nous confère à nous, les Européens, une puissance dans le monde. Ben oui, justement, c'est là où je voulais en venir aujourd'hui. Donc l'Union européenne, c'est aussi un acteur géoéconomique mondial. C'est 450 millions d'habitants, à peu près. Tu me dis si je me trompe. De toute façon, après, j'irai faire les recherches et je le mettrai en sous-titre. C'est surtout 450 millions de consommateurs. Les Chinois ont bien compris que c'était 450 millions de consommateurs. Quel est le rapport de la Chine avec l'Union européenne? Et comment la Chine, je vais le dire d'une autre manière, je ne trouve pas l'autre manière, comment le dire, mais comment tu peux expliquer les différents comportements de la Chine vis-à-vis de l'Union européenne et notamment leur sujet de prédation au niveau européen? Alors, l'Union européenne, d'abord, ça fait pas de géopolitique, hein, ça fait de la géoéconomie, pour des raisons sur lesquelles on peut revenir, mais nous, on fait du business, et c'est business qui nous donne cette puissance commerciale dans le monde, qui est malheureusement pas la France, mais moi, je défends la France, je défends mon pays, j'essaye de le réarmer, en ce compris cognitivement, contre ces pratiques-là, mais il faut bien comprendre que jusqu'alors, l'Union européenne, elle n'était pas perdante dans toutes ces stratégies-là. Si elle le fait, c'est qu'elle est gagnante. Et son approche business lui confère, par justement son marché intérieur, un droit. Et on l'a écrit noir sur blanc, la Commission européenne l'a écrit noir sur blanc en disant c'est ce qui va donner un avantage compétitif aux entreprises européennes partout dans le monde. Et on l'a dit quand ça a été célébré, quand ont été célébrés les 30 ans du marché intérieur comme étant notre puissance de feu. La Chine, face à ça, elle va réagir. Elle en a marre, elle subit les normes européennes. Donc elle va, par exemple, elle peut faire du lobbying sur la scène européenne pour influer sur nos législations, sur nos normes. Ils s'expriment, ils ont des contacts, il y a un registre de transparence, c'est connu. On a un petit cas de corruption présumée avec Huawei très récent, puisqu'il y a eu le parquet fédéral belge qui a déclenché une enquête sur un trafic d'influence au Parlement européen, avec des complicités de parlementaires et d'assistants qui ne sont pas en France. Mais je pense que c'est pas la règle, et c'est pas forcément nécessaire pour les Chinois de procéder ainsi afin d'être influent. La Chine, elle a eu, je pense, 3 stratégies. La première, qui est révolue maintenant, a consisté à dire aux Européens, mais venez produire chez moi, c'est pas cher et vous allez gagner de l'argent. Et c'est ce qui s'est produit. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Plus les Allemands que les Français, ou bien autant de Oui. Français ou d'Allemands, tout le monde? Non, l'Allemagne en tête. Okay. L'Allemagne en tête. Et l'Allemagne, elle est même addicte à cette stratégie-là. Le deuxième temps, ça a été la dialectique d'Hegel. C'était que le maître est devenu dépendant de son esclave. Il en a tellement besoin qu'il ne peut pas faire sans. Et c'est ce qui s'est passé avec la crise Covid, où si l'économie chinoise est à l'arrêt, on n'a plus de masques, on n'arrive plus à se soigner, des pans entiers de notre économie s'effondrent, et donc on a une dépendance économique à l'égard de la Chine, d'où la nécessité justement d'avoir, ça serait bien de faire comme ce que veut la France, de la souveraineté économique, mais à minima de la résilience, pour pas être dépendant des Chinois. La Chine aussi dépend de l'Union européenne. Et la Chine, elle dépend de l'Union européenne parce que sinon, ça met son économie à l'arrêt, mais elle a quand même un marché intérieur énorme, elle a une croissance fabuleuse dans son marché intérieur, et surtout la Chine, elle prépare la 3e phase, qui est le rattrapage et le doublement technologique par rapport aux Européens, et elle investit beaucoup, beaucoup plus que nous, dès la petite enfance jusque les universités, les centres de recherche, pour être plus compétitives.
et pour avoir les technos de demain qui seront les normes de demain et qui seront les marchés de demain. Et c'est là où vraiment il y a maintenant un challenge avec la Chine. Nous, Européens, on est un peu dans des dilemmes. D'abord, il y a plein de chevaux de Troie. On a parlé des Pays-Bas, de l'Allemagne aussi d'ailleurs, qui l'est. C'est ce qui énerve les Américains, parce qu'ils ont le sentiment, ils n'ont pas tort, que certains Européens, pas tous, mais notamment les Allemands, jouent avec les Chinois pour avoir des excédents mondiaux, notamment aux États-Unis. Mais cette compétitivité-là, qui s'observe, hein, ça s'analyse, ça se voit, il faut juste accepter de les travailler et de sortir du déni. L'Europe, elle n'est pas trop faible, mais il y a des défis. Par exemple, ça fait beaucoup réagir à l'école de guerre économique quand je montre cela. L'Union européenne, son programme de recherche que j'évoquais tout à l'heure, le programme Horizon, on a été un guide pratique pour permettre aux Chinois de participer au programme de recherche de l'Union européenne. Alors, côté français, on dit, mais enfin, on est fou, on met le verre dans le fruit. Et côté européen, on dit, mais ça dépend. Il y a des sujets sur lesquels on a intérêt à travailler avec les Chinois. Parce que si on développe avec eux, si on co-développe, ils vont beaucoup nous acheter. Et on va gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Mais ça se régule. Ça dépend quoi. Tu disais, tu mettais le point sur la technologie et le fait que maintenant les Chinois veuillent rattraper la différence technologie. Moi, j'ai un exemple en tête qui est BYD. Ça me permettra ensuite de faire la transition avec Tesla et donc du coup les États-Unis. Aujourd'hui, BYD, c'est des voitures électriques avec des batteries qui coûtent pas cher. Les fournisseurs de batteries de BYD sont moins chers que les fournisseurs de batteries européens. Donc, tu as un gros acteur, un nouvel acteur automobile qui arrive sur le marché de l'Union européenne avec une valeur ajoutée qui est qui est bien présente. Face à cela, tu as une entreprise comme Tesla qui coûte beaucoup plus cher et qui en plus a un chef d'entreprise qui s'appelle Elon Musk. Elon Musk qui est américain. Aujourd'hui, l'Union européenne a pris conscience que les États-Unis, c'était pas forcément un allié tout gentil, tout mignon, tout beau pour le bien des Européens. Est-ce que tu as quelques exemples qui montrent à quel point les États-Unis considèrent l'Union européenne comme une cible à attaquer? Alors, peut-être pour conclure quand même sur la Chine, les Européens ne veulent pas se protéger des Chinois, sauf les Français. Parce que l'Allemagne, elle a énormément de débouchés commerciaux en Chine, elle vend énormément. Donc, ce qui fait que même quand elle a un déficit commercial avec la Chine, c'est pas trop grave pour elle. Ce qu'il faut pas, c'est mettre son économie à l'arrêt. Et donc, pour l'Allemagne, il faut que ce qu'elle produit sur son sol ou là où elle investit ailleurs ait des débouchés. Et elle est addicte à ça. Donc, c'est les volumes d'échanges avec la Chine qui comptent pour l'Allemagne. Mais, sauf 2 années, dans les 15 dernières années, elle a toujours eu un excédent. Et les Néerlandais, ils importent pour nous revendre. Donc, entre une puissance qui veut vendre aux Chinois et une autre puissance qui importe pour revendre aux Européens, on a 2 modèles économiques qui sont totalement opposés, mais ça crée une convergence d'intérêts pour pas qu'on se protège contre la Chine. Et c'est ça qui va énerver les Américains, parce que, comme je le disais tout à l'heure, ils ont le sentiment qu'on joue contre eux. Les Américains, ils ont plein de contradictions aussi, parce que Tesla, c'est produit en Chine, et demain en Allemagne. Et donc, ce sont des économies qui sont très financiarisées, qui sont très imbriquées. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut aussi sortir un peu la logique des États, ou des blocs, ou des continents, et regarder les stratégies de filières, de financiers, d'entreprises. Par exemple les exemples, si on les consolide déjà, on va voir que, contrairement à ce qu'on pense, l'Union européenne, elle n'est pas faible, elle est stratège. En disant ça, je la défends ni je la critique, je suis factuel. Il faut travailler avec les données d'Eurostat. Les Européens, en 2023, ils avaient sur le commerce des biens 158 milliards d'excédents commerciaux aux États-Unis. Les Européens, en 2024, ils ont 198 milliards d'excédents commerciaux. Trump a raison, alors. Malgré l'augmentation des prix de l'énergie. Et Trump, comme Biden, Trump, c'est comme Biden. La seule différence, c'est qu'il est moins poli. Pour les Européens, c'est quelqu'un qui fait de la provocation non-stop et qui paraît instable. Mais la réalité de ce pourquoi les Européens ne disaient rien pendant des années et veulent même bien laisser penser que les Américains sont plus forts que nous, c'est parce que les Européens, ils sont gagnants dans la relation commerciale
avec les États-Unis dans les échanges de biens. Ce n'est pas le cas dans les services, mais les services, on importe plus qu'on ne vend, mais ça ne compense pas le déficit commercial des biens. Et surtout, les importations dans les services, l'Allemagne, c'est 85 milliards en 2023 d'excédents aux États-Unis. Sur les biens, c'est 92 milliards en 2024, malgré l'augmentation des prix de l'énergie en Europe. Et ça, les Américains, ça les énerve, ça les rend furax, parce que quand on importe des services, ça ne vient pas se compenser sur l'excédent allemand, ça se compense partout. Ce qui veut dire que nous, Français, par exemple, on a un léger excédent commercial aux États-Unis, on pense, mais en réalité, on a un déficit, parce qu'on apporte beaucoup plus de services, et ça ne compense pas ça, et parce que aussi, ce que les Néerlandais importent des États-Unis et qui nous le revendent, ça fait partie du déficit dans le marché intérieur européen. Donc, on a une illusion d'optique. On pense qu'on a un excédent aux États-Unis, en réalité, c'est pas vrai. Les États-Unis, quel est leur premier débouché commercial? C'est l'Union européenne? Quand on parle des Européens, ça dépend qui. Les États-Unis, pour la défense, oui. Pour d'autres segments, non. Les États-Unis produisent peu et vendent peu. Donc, eux, ils vont compenser leur déficit par de la géopolitique, essentiellement, et derrière des ventes d'armes, et ils vont compenser ce déficit-là par la monnaie. Quand M. Musk dit et raille l'Union européenne avec le drapeau européen et au milieu la faucille et le marteau en la traitant d'économie soviétique, mes collègues allemands dans les institutions européennes, ils rigolent, ils s'amusent. Ils disent si une économie soviétique consiste à avoir 198 milliards d'excédents commerciaux aux États-Unis, c'est que le soviétisme et le communisme, c'est ultra performant. Mais alors, du coup, si tu me permets de faire la transition avec la Russie, tu parlais des enjeux de défense, des enjeux géopolitiques. Là, l'Union européenne veut s'armer, ou en tout cas ne veut plus faire appel aux Américains, normalement, enfin dans les discours. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est de l'Europe de la défense vis-à-vis, enfin déjà, on va expliquer ce que c'est que le concept d'Europe de la défense vis-à-vis de notre, du coup, vu de la menace russe. Comment ça s'explique, comment ça se met en place Et puis c'est vraiment ton sujet dans la relation avec les États-Unis, c'est l'exemple qu'il faut prendre. Pendant des années, les Européens, ils ont acheté des armes aux Américains parce que ça protégeait leurs intérêts civils aux États-Unis. Ça protégeait nos excédents commerciaux. Alors, il faut évidemment toujours pondérer, parce que les économies étant tellement imbriquées, il peut y avoir des entreprises américaines sur le sol européen, elles sont aussi très fortes pour prendre les fonds européens en Europe de l'Est, il n'y a pas que les Allemands. Et puis après, elles réexportent aux États-Unis, et c'est des capitaux américains, c'est des travailleurs européens, mais ce sont des capitaux américains. Donc tout ça doit être pondéré. Mais la défense, c'est vraiment, vraiment, vraiment le bon exemple. Et ça a énervé beaucoup les Américains qui ont dit la même chose sous Obama, sous Trump, premier mandat, sous Biden. Ils disaient aux Allemands, vous n'avez pas de budget de la défense. Grâce à ça, vous investissez dans le civil, vous faites des aides d'État, hein, c'est régulé même par le droit de l'UE. Et puis vous allez acheter de l'énergie pas chère aux Russes, contre lesquels vous nous demandez de vous protéger avec l'argent du contribuable américain. Et tout ça, ça vous donne de la compétitivité économique contre nous. Ce qui calmait les Américains, c'était les achats d'armes. Puis là, arrive Monsieur Trump, qui lui libère complètement la parole et dit « ça fait 15 ans que vous vous foutez de nous, maintenant, ça, c'est fini ». Et ce qui est difficile, c'est que ce qu'on ne sait pas encore, c'est très clair que l'Europe va réarmer, considère pas, hormis les pays baltes, pour qui c'est un gros problème, que la menace d'une invasion russe est imminente. En plus, tout le monde sait que la Russie, même si elle avait beaucoup d'armes, elle n'a pas assez d'hommes pour venir occuper les territoires européens. Elle nous fait la guerre autrement. Elle nous fait la guerre en nous déstabilisant politiquement, les fake news, l'agitation politique. Les moindres vulnérabilités chez nous est exploitée par les Russes pour nous savonner la planche. Elle fait comme ça la guerre, la Russie. Et donc ça, l'Europe en a conscience, commence à se protéger un peu plus de cette ingérence. Néanmoins, on va quand même réarmer parce qu'on ne sait jamais et qu'il ne faut pas être vulnérable, il ne faut pas être faible. Moi, je défends ça d'ailleurs. Ce réarmement dépend de la notion de souveraineté. Réarmement ou bien
Parce que tu dis, alors, j'ai un problème avec la notion de réarmement, parce que tu disais qu'on s'armait, mais on achetait aux États-Unis. Donc on n'a jamais eu de déficit de, il n'y a pas de nécessité de se réarmer vu que on achète déjà des F-35 et autres. La problématique, c'est pas plutôt qui est le producteur et donc du coup qui est le vendeur? Alors, je pourrais dire les deux, mon capitaine. Il y a d'abord Ouais. le premier, c'est que le niveau d'armement des Européens n'est pas suffisant, quantitativement. Donc, c'est l'augmentation des budgets de la défense. C'est ce que nous demandaient les Américains. En réalité, ils ne se désengagent pas de l'Europe. Quand ils disent qu'ils se désengagent, c'est pour nous obliger à acheter plus d'armes. Et quand on élargit l'OTAN, par exemple à la Finlande, ça veut dire qu'il faut acheter beaucoup plus d'avions pour protéger le territoire finlandais. Et protéger ce territoire-là, si les Finlandais achètent des F-35, c'est des commandes mirobolantes pour les Américains. Donc, il est très clair que le niveau d'armement, la quantité n'est pas suffisante en Europe. Il faut dépenser plus pour être mieux protégé. Mais l'Europe n'a pas de gouvernance pour utiliser ces armes-là et elle ne veut pas. Et c'est d'ailleurs en plus interdit par les traités. Donc, elle, ce qu'elle veut faire, c'est du business autour des armes. Et le deuxième critère, c'est ce que tu évoques sur la dépendance aux F-35 qui peuvent être désactivés à distance par les États-Unis si on n'est pas d'accord avec eux. Et pour ça, il faut être souverain. Ça veut dire quoi être souverain entre Européens? Être propriétaire de la recherche et du développement de nos armes. Ça veut dire les produire sur le sol européen sans composants étrangers. Et ça veut dire acheter ce que l'on produit. Et c'est ce que ne fait pas l'Allemagne. Elle n'achète même pas ce qu'elle coproduit avec la France en grande partie sur son sol. Par exemple, des hélicoptères. Les hélicoptères d'Eurocopter sont en partie fabriqués en Allemagne. Mais l'Allemagne, elle ne les achète pas. Elle laisse la commande publique française, alors qu'on n'a plus d'argent à faire tourner son industrie. Mais elle va acheter des Apaches aux États-Unis. Et ça va pas. Et c'est là où il y a maintenant un rapport de force entre Européens. La difficulté, c'est que l'Allemagne, elle est riche. Elle va mettre 400 milliards pour s'armer. Qu'est-ce qu'elle va faire de cet argent? Elle va continuer à acheter aux États-Unis, probablement un peu. En échange de quoi, elle atténuera les représailles économiques des États-Unis, le réflexe systématique de M. Trump à vouloir taxer. Mmh. Et pour le reste, elle va compenser, c'était lié à l'exemple que tu donnais dans les voitures, probablement un petit trou, un passage à vide dans l'industrie automobile, et c'est bien connu qu'on va utiliser des budgets d'armement pour compenser quand on a des difficultés dans l'industrie civile, et ce qui veut dire que pour nous, Français, on va garder des concurrents américains, mais en plus, on va se prendre des concurrents allemands. Donc pour notre industrie de défense, qui devrait être une super belle opportunité pour réindustrialiser le pays, va probablement être assez compliqué parce qu'on n'aura plus un, mais deux compétiteurs face à nous. Nicolas, on arrive bientôt au terme de la vidéo. Est-ce que je dois te lâcher? Tu dois partir voir les gendarmes. Est-ce que tu as quelques... J'ai rien fait de grave, hein, je les aide. Je peux témoigner, t'inquiète pas. D'ailleurs, tu vas les aider comment? Oh bah, c'est logique. Moi, je suis réserviste et j'en suis très heureux dans la gendarmerie. Et ce sont des gens très bien, très respectueux des valeurs et des droits fondamentaux notamment. Et c'est des gens très bien formés, je trouve. J'en suis très, très heureux de pouvoir être parmi la réserve citoyenne. Bon. Quelques petites choses avant de terminer. Il reste 2 minutes. Tu voudrais rajouter un élément particulier sur le sujet de l'Union européenne, super important à connaître ou, ce qui est douloureux, moi je trouve, pour la France, c'est qu'il y a plein de choses qui devraient faire consensus. Notre conversation, elle est passionnante. Mais il y a la moitié de la conversation, ça devrait déjà être su et admis en France. Ça devrait faire consensus. Et ça ne fait pas consensus. Et donc, il faut arrêter, je pense, en France, de se chamailler sur ce que devrait être l'Europe, sur ce qu'elle n'est pas, etc. Et il faut beaucoup plus travailler d'un point de vue concret sur la manière dont on défend nos intérêts dans l'Union européenne. Quand je dis on les défend, c'est l'État, les territoires, les entreprises, les filières, travailler ensemble, c'est miser sur notre jeunesse, sur des gens comme toi et qui mènent des activités et tes collaborateurs et tes collègues qui ont la pêche, qui ont une vision dynamique et qui peuvent aider le pays beaucoup plus. Moi, je vais terminer sur
sur une de tes citations que j'ai retenues quand j'étais à l'école de guerre économique, où tu disais les Français ont la notion d'intérêt général européen et les Européens n'ont absolument pas la notion d'intérêt général européen. On est les seuls dans l'Union européenne à penser intérêt général pour l'Europe. Et ça, je pense que quand on a ça en tête, je pense qu'on peut tout comprendre. En tout cas, c'est un bon levier psychologique pour mieux appréhender les compétitions à l'intérieur de l'Union européenne. Ça, c'est très juridique, mais c'est vrai. On peut le traduire dans le business et ailleurs même. Les Français, nous, on aime avoir raison, mais on n'aime pas gagner. Ouais, c'est vrai. Et, c'est vrai. et donc, il faut maintenant vouloir gagner. Ouais. Eh ben, écoute, en tout cas, moi, il faut que je te laisse parce que tu vas partir. Je te remercie, Nicolas, d'être venu. Et puis, Mais avec plaisir et merci pour cet échange. Eh ben, je t'en prie. Bonne continuation. À plus. Merci.